Bonjour à toutes et à tous. Il est quasiment 14 heures. Nous allons reprendre le cycle de table ronde avec un grand témoin, le docteur Jacques Asquette, ancien responsable de la formation du secours à victimes à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, mais surtout, et c'est à ce titre-là que je vous accueille aujourd'hui, primo-intervenant lors des opérations de secours des attentats de la station Saint-Michel en 1995, le 25 juillet 1995, c'est bien ça ? Eh bien, je vous invite à me rejoindre et puis à prendre la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Bien écoutez, je vais essayer de vous apporter le témoignage de ce qu'a été l'attentat de Saint-Michel et surtout ce qu'a apporté l'attentat de Saint-Michel en matière de secours et les enseignements qu'on en a tirés. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que la France, depuis pratiquement 1986, est tranquille. Les attentats, on n'en parle pas. Donc, c'est une belle journée d'été. Il fait très chaud. Donc Paris non, passe pas. Hein. Souci là. J'ai un petit souci. La suivante. Bon, moi c'est pas grave. Donc Paris, les gens sont à la terrasse des cafés. Il est 17h30. Quand moi je suis de garde sur Masséna, c'est la caserne qui se trouve dans le 12e arrondissement, sur l'ambulance de réanimation. La journée a été à peu près calme, on a fait 4 ou 5 départs. Et à 17h35, on reçoit un ordre de départ pour feu de métro, RERB, station Saint-Michel, plan interfère déclenché. Alors qu'est-ce que c'est que le plan interfère ? Donc c'est un plan qui est propre aux pompiers de Paris et qui doit amener des moyens techniques et humains supplémentaires lorsqu'il y a soit un déraillement, soit un feu sur des voies, et en particulier dans les tunnels. Donc le plan interfère est déclenché, il implique pas mal de choses. Par exemple, dans un plan interfère, on a des engins qui vont partir, je pense que ça continue comme ça, je le suppose, qui vont partir dans ce qu'on appelle les stations encadrantes. Car lorsque vous avez un accident dans une station souterraine, quel qu'il soit, quand vous avez une explosion, quelque chose comme dans ce genre-là, les gens vont fuir. Le premier réflexe, c'est un phénomène centrifuge. Les gens vont partir et revenir après, mais dans un premier temps, on fout le camp. Et ils vont partir où ? N'importe où. Dans les tunnels, à droite, à gauche, ils vont partir droit devant eux. Et donc, l'expérience avait montré à la brigade, au cours des plans précédents, qu'il fallait envoyer des gens dans les stations de part et d'autre de la station principale pour ratisser tous ceux qui sont partis dans les tunnels et les ramener éventuellement pour les amener au PMA qui va être monté. Donc le plan interfère est déclenché et le point de rassemblement des engins est place Saint-Michel. Alors pour les gens qui ne sont pas parisiens, je vais vous faire un petit point de situation sur la station Saint-Michel, enfin sur la région. Vous avez donc ici la place Saint-Michel, qui est une place relativement grande, on le verra. Vous avez ici la rue Saint-Jacques. Entre les deux, vous avez le quai Saint-Michel qui doit faire dans les 200-250 mètres à peu près. Ici, vous avez Notre-Dame avec son parvis qui va nous servir. Ici, vous avez l'hôpital de l'Hôtel-Dieu qui est juste à côté. Ici, vous avez la ligne C du RER, la plus profonde, car c'est une des stations les plus profondes de Paris. Perpendiculairement, vous avez la ligne B du RER, celle où va avoir lieu l'explosion. Et enfin, pour compléter le tout, vous avez ici la ligne de métro numéro 13. Donc tout ça, ça se retrouve regroupé au même endroit. C'est vous dire la complexité de la station. Et donc je vous rappelle qu'on part pour feu. Et enfin, vous avez ici, place Saint-Michel, l'entrée principale du métro, RER, etc. Donc où vont se retrouver les engins. Donc là, voilà la place Saint-Michel, actuellement. Vous voyez que c'est une place relativement vaste qui permet effectivement de regrouper les secours. Et c'est la décision qui avait été prise. C'était le point de rassemblement des secours. Il était place Saint-Michel. Donc tous les engins vont se retrouver là. Et ça a son importance. Alors voilà le plan de notre station. Le point de regroupement des engins, donc qui se retrouve du côté de la place Saint-Michel. Et enfin, moi j'arrive par là, parce que c'est mon chemin. 7 minutes plus tard, je suis là, et je vais arriver donc au niveau du petit pont donc, qui donne sur le parvis de Notre-Dame. Et ici,
vous avez une petite entrée de métro qui donne sur le RER B et le RER C. La voilà. Donc vous avez Notre-Dame. Pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Si ça veut bien. Voilà. Non. Voilà. Donc ici, vous avez cette petite entrée de métro. Et là, au moment où j'arrive, moi, pour aller place Saint-Michel, comme tout le monde, déjà ici, par terre, il y a 7 ou 8 personnes qui sont effondrées sur le trottoir, qui sont remontées à la surface, qui sont noircies, qui sont criblées, polycriblées. Et là, ça m'interpelle parce que je ne comprends pas très bien. Ici, au niveau de cette truc, il y a quelques petites fumerolles grisâtres qui sortent par le bon, je dis après tout, peut-être feu. On n'y croyait pas trop. Vous savez, quand on dit feu dans le métro, on n'y croit pas trop au départ. On se dit, bon, il s'est passé quelque chose. Donc moi, je m'arrête là. Je dis à mon conducteur et à mon infirmier, vous allez vous occuper des gens qui sont là, je vais descendre voir. Et je descends par cette petite entrée qui va m'amener progressivement sur cette salle. Alors là, dans cette salle, il se passe quelque chose d'étonnant. Il y a 2 policiers qui sont là, un policier et une policière, et je vois une dizaine de personnes complètement hébétées, complètement hagardes, et qui sont en train de marcher à la queue leu-leu, sans savoir vraiment où aller. On appelle ça, alors je connaissais le terme, je n'avais jamais vu, un défilé processionnaire. Ce sont des gens qui sont choqués. Il y a un type devant qui avance, il tourne à droite, tout le monde tourne à droite, il tourne à gauche, tout le monde tourne à gauche. Alors je dis aux policiers, bah, écoutez, vous allez les monter à la surface, vous allez trouver mon infirmier, mon conducteur là-haut, regroupez-les là-haut. Alors je dis, allez messieurs, dames, allez-y, allez-y. Non, prenez le premier par la manche, faites-le courir, vous allez voir, les autres vont suivre derrière. Ils m'ont regardé un peu ahuri, et puis c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, je les ai perdus de vue. Ensuite, vous avez ici cet escalier mécanique. Alors cet escalier mécanique, le voilà. Et il a aussi son importance. Donc c'est un grand escalier vu du haut et vu du bas, hein, qui est un escalier ici normal, et vous avez 2 escaliers mécaniques de chaque côté. On se dit, chouette, ça va être bien pour les brancardages, parce que les blessés sont en bas. Pas du tout. Les escaliers mécaniques sont asservis. Ça veut dire que le dégagement de fumée qui a été fait à ce moment-là a suffi à les bloquer. Et ça existe depuis qu'à Londres, il y a eu un feu dans le métro et que les escaliers mécaniques qui ne se sont pas arrêtés ont amené les gens dans le feu. Ils les ont amenés dans le bûcher. Au moment où les gens sont arrivés en haut, ont voulu faire demi-tour, ceux qui poussaient derrière les ont poussés dans le feu. Donc depuis, on a pris des précautions. Maintenant, les escaliers mécaniques sont bloqués. Or, pour les débloquer, c'est tout un bazar. Donc ces escaliers-là, ils sont bloqués. Je vous rappelle qu'on est en été. La température dans le métro, elle doit avoisiner les 32-33 degrés. Ça a son importance aussi. Donc je continue à descendre et j'arrive sur cette place. Alors là, sur cette place, là c'est la surprise. Il y a une douzaine, peut-être 15, je ne sais pas, personnes déchiquetées, pour la plupart d'entre elles. Vous allez voir des photos. Vous allez voir des photos qui sont dures. Ce sont les seules photos qui existent. Elles ne sont pas de bonne qualité. Je vous préviens tout de suite, ce sont des photos qui sont de très mauvaise qualité pour une raison. C'était de l'argentique. Les négatifs ont disparu et ces seules photos sont dans le coffre à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. On les a scannées pour vous. Elles sont de diffusion normalement interdite. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à avoir des photos de grande qualité, mais c'est un témoignage qui compte. Comme le film que vous verrez après, parce que je vous passerai un film, je vous expliquerai. Donc à cet endroit-là, ici, vous avez des victimes partout. Comment elles sont arrivées jusque-là, j'en sais rien, parce que là, vous avez un tout petit couloir qui donne sur le RER lui-même. Un tout petit couloir. Alors la station Saint-Michel, la voilà. C'est une station, comme je vous ai dit, qui est très profonde, qui est très longue, hein, et donc là, elle est là j'ai pris la photo, on est aux 3/4 de la station. Donc vous voyez que c'était très long. Et tous les secours, ils sont de l'autre côté là-bas et en surface. Je suis tout seul, avec un policier complètement paniqué, et donc je reviens. Voilà, quand je vais voir ce qui se passe, voilà ce que je trouve. Et le métro, il est comme ça. Alors moi, je suis toujours dans mon feu. Hein, je vois les gens, la première réflexe que je dis, de voir des gens déchiquetés, ils se sont jetés par les fenêtres du métro pour échapper aux flammes. Puis là, ça fait tilt. Je dis, mais c'est pas possible.
S'il y avait eu un feu dans le métro d'une telle importance que les gens se jettent dessous, jamais je n'aurais pu arriver jusque-là. La fumée aurait été telle que j'aurais même pas pu descendre. Ça serait sorti par toutes les bouches de métro. Moi, j'ai déjà vu des feux dans le métro. Vous ne pouvez pas descendre sans appareil respiratoire. Même avec des appareils respiratoires, parfois la chaleur est telle que vous ne pouvez pas descendre. Et là, ça fait tilt. Je regarde le métro et je dis, c'est une bombe. Là, ça a été le réflexe, ça a été de dire, c'est une bombe, ça a pété. Donc, je reviens ici. Et donc là, ça n'existe plus maintenant, mais vous aviez un taxiphone. Donc je vais au taxiphone, il y avait un policier qui essayait d'appeler et qui tremblait, donc j'ai dit pousse-toi, j'ai besoin de taxiphone. Il y avait une carte, ça n'a pas été perdu pour tout le monde, lui il est parti, moi j'ai quand même récupéré la carte, il ne faut pas jeter. Et j'ai fait le 18. Donc j'ai dit passez-moi la régulation médicale, et là j'ai le colonel de garde, qui était le colonel Paris, qui était à la régulation, qui me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est une bombe, ça a pété, vous avez déclenché le plan rouge. Il me dit, non, pas encore, on l'avait sous le coude. Je dis, déclenche. Tout de suite, déclenche, et un maximum de moyens, parce qu'il y a de la casse en bas. Il m'a dit, ok, on y va. Et puis là, je vois arriver un pompier, le premier pompier, qui est en fait l'adjudant Follo, qui était le chef de centre de Poissy, qui lui arrivait de la station encadrante avec 3 mecs, 3 de ces gars, ils avaient fait le tunnel, les premiers. Je dis, écoute, monte à la surface, va chercher les secours et dis-leur de descendre très vite parce qu'en bas ça va mal. Donc, et là je me retrouve tout seul au milieu de ça et j'essaie de commencer à faire ce que je peux, c'est-à-dire faire le tri, essayer de voir quelles sont les victimes les plus graves qu'il faudra prendre en premier. Je n'ai rien pour soigner, surtout pas. C'était l'erreur que j'aurais faite et qu'il ne faut surtout pas faire dans ce cas-là, c'est de prendre une victime et de commencer à la soigner. Là vous faites une faute en tant que premier médecin sur place. Hein. Surtout pas. Donc j'ai commencé à faire le tri et là j'ai vu arriver les pompiers qui ont commencé, les premiers pompiers qui ont commencé à arriver. Donc là je vous dis que les photos sont pas de très bonne qualité, vous voyez, ça sera un petit peu comme ça, mais bon, les premiers pompiers et le SAMU. J'ai vu arriver le SAMU de Necker en nombre, beaucoup de blouses blanches, de tenues blanches. Il y avait des ambulanciers, il y avait beaucoup d'infirmières, infirmiers, un médecin et puis des médecins qui étaient assez jeunes en formation, qui venaient de Necker. Ils sont arrivés en colonne et ils avaient quelque chose de très intéressant sur le dos. Ils avaient chacun une petite musette et ça, j'ai trouvé que l'idée était excellente. Et dans la musette, il y avait juste de quoi perfuser. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas posés de questions. Les uns après les autres, ils ont pris les victimes et ils ont planté. Ensuite, j'ai vu arriver très rapidement la première ambulance de réanimation des pompiers, la première ambulance, le premier SMUR, etc. Donc la prise en charge a pu commencer. Donc on a organisé le PMA. Alors vous voyez que très rapidement, ça monte en puissance. En bas, on va avoir cet aspect de gigantesque bazar, parce que c'est difficile de mettre de l'ordre, surtout quand vous avez des blessés graves. Donc c'est le premier PMA qui va être créé au plus près de l'intervention. Donc ça, c'est la première chose. Le PMA s'organise et on va nommer, comme dans tous les plans rouges, un officier responsable du ramassage des victimes et de leur évacuation vers le haut. Il va falloir les sortir de là. Donc cet officier, lui, il est chargé de demander les moyens et de coordonner tout ce qui est évacuation et sortie des victimes quand on le lui dira ou quand elles seront prêtes. Bien entendu, on va nommer aussi un médecin-chef PMA. Alors, le médecin-chef PMA, ça peut être un médecin-chef de la brigade, ça peut être un médecin-chef du SAMU. Là, en l'occurrence, je crois qu'on avait nommé un médecin-chef du SAMU comme médecin-chef PMA en bas pour coordonner l'ensemble des secours, demander les moyens matériels, etc. Parce que chacun descend avec son sac à dos, mais très rapidement, il va falloir faire descendre du matériel beaucoup plus lourd, car vous allez voir, les victimes sont lourdes. Donc, la montée en puissance, vous allez avoir les gens qui vont être soignés. Alors voilà le type de victime qu'on avait. Donc c'est une bombe, je vous rappelle que c'est une bombe qui était dans une bouteille de gaz avec de la poudre noire et du chlorate de potasse, des vis et des clous. Donc c'est une bombe qui est faite pour tuer, c'est une bombe qui est faite pour tuer aveuglément et le maximum de gens. C'est la grande différence qu'on peut dire entre l'attentat de Charlie Hebdo et celui-là. Charlie Hebdo, on peut dire que l'attentat était ciblé, celui-là ne l'était pas. Il était là pour faire un maximum de victimes à une heure de pointe et à une heure également prévue pour que ça passe au journal télévisé de 20h. Il faut savoir que les attentats sont faits soit vers 10h le matin, soit vers 17h, de façon à avoir un maximum de publicité, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de BFM TV, iTélé, etc. Donc c'était les journaux télévisés qui faisaient foi, en quelque sorte, ou les émissions spéciales qui étaient déclenchées juste avant, mais il leur fallait un maximum de publicité.
Voilà donc le type de victimes. Ce sont des gens qui sont polydélabrés, avec des sections de membres, etc. etc. Il va y avoir 7 morts et 108 blessés quand même à Saint-Michel. Donc voilà les images des gens qui ont été pris en charge. Et le bazar apparent, je dis bien le bazar apparent, qui a sur place, parce qu'il faut savoir que pour s'occuper d'une victime, eh bien, il faut au moins 4 ou 5 personnes quand elles sont dans cet état-là. Hein, donc si vous en avez 15, vous multipliez ça par le nombre de sauveteurs qu'il vous faut, et je ne parle pas des brancardiers. Alors voilà donc ce que peut donner un PMA en temps de guerre, si j'ose dire. Hein. C'est effectivement, ça paraît être le bazar, et pourtant ça se passe assez bien. Et là surtout, on n'avait pas beaucoup de place pour travailler. Parce que normalement, on aurait aligné les brancards, on aurait mis les blessés les plus graves dans un coin, les moins graves dans l'autre. Là, ce n'était pas possible, on n'avait pas la place pour travailler, donc c'était assez difficile. Alors là, moi, très rapidement, le directeur des secours médicaux, qui était le docteur Richter, arrive et me dit « Je n'ai plus besoin de toi en bas, tu vas monter là-haut, m'organiser un deuxième PMA, enfin le PMA officiel, dans le bistrot Saint-Michel, le bistrot qui s'appelle au départ, je crois. Là-haut. Tu fais rapatrier tout le monde vers le bistrot et on monte le PMA là-haut. Occupe-toi de ça. » Alors vous savez, c'est un peu comme si on demandait à un chien de lâcher son os. Quand j'étais en bas, j'avais commencé à tout organiser en bas, puis d'un seul coup on vous dit on n'a plus besoin de toi, va-t'en. Va faire autre chose. Donc je suis monté là-haut, j'ai commencé alors il y avait quelqu'un de la protection civile qui était là avec un médecin de l'ambulance de Ménilmontant qui s'occupait des blessés quand j'avais rassemblé à l'autre bout. Alors je dis au gars de la non, c'était un flic, pardon, c'était un policier. Je lui dis, va chercher les véhicules de la protection civile et de la Croix-Rouge qui étaient tout au bout, je les voyais à Place Saint-Michel, et dis-leur de venir ici pour faire la Noria. Le policier part en courant, il revient et puis il me dit, il refuse de partir si c'est pas un ordre du DSM. Je dis, putain, bravo, très respectueux, j'ai trouvé ça génial. Du coup, moi, ça m'a obligé à piquer un 100 mètres pour aller leur dire, bon, vous venez, on va aller faire la Noria. Et on va donc commencer à organiser ce PMA principal, qui va être le PMA principal, au niveau du café. Alors voilà la situation sur cette écorchette. C'est pas tout à fait, c'est presque exact. Hein. C'est René Dost, le dessinateur, qui l'a fait, s'est éclaté. Donc la bombe, elle a pété ici. Le PMA en sous-sol, il est là. Pour sortir, il faut que vous montiez cet escalier mécanique que vous avez vu tout à l'heure, que vous traversiez cette station-là, que vous remontiez l'escalier ici, que vous remontiez cet escalier-là pour atteindre enfin la surface. Vous imaginez le trajet que ça représente pour évacuer les victimes, avec les scopes, avec l'oxygène, avec les insufflateurs, avec les respirateurs, je veux dire, etc. Tout ça, ça se fait à la main. Les équipes de brancardiers, ils arrivaient en haut exténués. Ils étaient vraiment très très fatigués. Donc ça, c'est la première chose qu'il a fallu prendre en compte, c'est la relève rapide des équipes de brancardage. En bas, les associations, les associatifs, la Croix-Rouge, la Protection civile, tous ceux qui étaient sur place n'ont pas eu le droit de descendre. La raison, je ne la connais pas. Maintenant, ça serait différent. Je crois que maintenant, les mentalités ont changé. Je vous rappelle que c'était il y a 20 ans. On ne voulait pas leur faire prendre de risques. Les pompiers partaient du principe de se dire ce sont des bénévoles, ils ne sont pas là pour se faire tuer, parce qu'on pensait déjà à la possibilité du surattentat, c'est-à-dire de la deuxième bombe qui va exploser 3 quarts d'heure ou une demi-heure ou 3 quarts d'heure après, ce qui a failli se produire à Madrid et heureusement la bombe n'a pas explosé, mais on y pense. Donc maintenant ça sera un petit peu différent, mais là le brancardage donc, a été fait avec les brancardiers de Villeneuve-Saint-Georges qui sont des gamins, hein, des jeunes, tout jeunes sapeurs-pompiers, et par les pompiers. Alors voilà, pendant ce temps-là, évidemment, ça s'est étoffé. Donc Pont-Saint-Michel, ça commence à prendre... Les PC sont arrivés, la PC SAMU, les PC associatives, les PC police, mais c'était pas aussi développé que maintenant. Hein. Donc là, c'était encore un petit peu artisanal, mais enfin, tout ça, ça s'est mis en place autour de ce café. Et voilà donc les engins qui sont rangés. Et on voit là que l'officier d'évacuation qui a été nommé, parce que vous avez dans le plan rouge un officier d'évacuation aussi, qui est chargé de gérer les vecteurs, il a fait son travail. Les véhicules sont bien rangés, sont prêts au départ. Vous avez des véhicules médicalisés, des véhicules non médicalisés, mais tout ça c'est propre. Hein, et donc dès qu'on en aura besoin, ça partira. Les équipes de moto sont sur la place Saint-Michel, prêtes à partir également. Le matériel, que ce soit du SAMU ou de la brigade, arrive. Ce matériel donc lourd, ce sont des matériels supplémentaires, pharmaciens, qui sont gérés par un pharmacien d'ailleurs.
On trouve bon, des respirateurs, de l'oxygène, enfin tout ce que vous pouvez imaginer pour alimenter un poste médical. L'assistance publique, parallèlement, la PHP déclenche son plan blanc. Alors le plan blanc, qu'est-ce que c'est? Je vais faire court. Eh bien, c'est une restructuration des hôpitaux qui est faite suivant un plan établi et en fonction de l'endroit où se trouve évidemment l'explosion, qui va modifier le fonctionnement de l'hôpital. Le personnel d'abord est bloqué, on va rappeler éventuellement les infirmières qui peuvent venir. Les blocs opératoires vont être libérés le plus rapidement possible. On ne fera que les interventions les plus urgentes, toutes les autres seront différées. Les urgences vont basculer sur un mode d'acceptation de nombreuses victimes, etc. C'est ça le plan blanc, hein. Donc je vais faire court. Il faut savoir que dans le plan blanc, l'Hôtel-Dieu n'en faisait pas partie. C'est-à-dire que l'hôpital le plus proche, de principe, est exclu. Parce qu'on pense que la première réaction des gens, ça va être de se précipiter sur l'hôpital le plus proche, donc il doit être exclu du plan blanc, ce qui paraît tout à fait logique. Sauf que l'Hôtel-Dieu, paradoxalement, n'a pratiquement reçu presque pas de malades, presque pas de blessés légers. On ne sait pas où ils sont. Dans un premier temps, on ne sait pas où ils sont allés. Après, on sait où ils sont revenus, par contre. Donc, plan blanc est déclenché par la paix. Et voilà donc le départ, le deuxième PMA qui est opérationnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on a nommé un officier PMA. Donc, l'officier PMA, c'est lui qui est chargé également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de régler tous les problèmes. J'ai besoin de sang, il va se débrouiller pour en trouver. J'ai besoin de brancardier à l'intérieur, il va se débrouiller pour en trouver. Donc, il va répondre à toutes, il va essayer, du moins, de répondre à toutes les demandes qui lui seront faites de la part du médecin-chef du PMA pour les médecins qui travaillent à l'intérieur du PMA. Alors, un PMA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un PMA, c'est un triage à l'entrée, c'est des médecins à l'intérieur et c'est des médecins à la sortie, avec un bon secrétariat. En gros, un PMA, il vous faut un bon trieur à l'entrée, un bon secrétariat à la sortie. Si vous avez réalisé ça, vous avez réalisé un bon PMA. Ce qui se passe au milieu, ça n'a aucune importance. Les médecins, ils seront toujours là, ils soigneront, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous faites un mauvais triage à l'entrée, c'est-à-dire que si vous catégorisez mal vos victimes, et surtout si vous avez un mauvais secrétariat de sortie, alors là, ça va être le bazar. Donc n'oubliez pas, un PMA, c'est un triage d'entrée et un secrétariat de sortie. Et je suis désolé de le dire, mais ce qui est au milieu, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le travail, de toute façon, il sera fait. Donc voilà le triage à l'entrée. Là, maintenant, les techniques ont changé, en tout cas sur Paris. À l'époque, c'était des fiches autoduplicantes qu'on mettait avec une grosse ficelle attachée au cou du malade et qu'on complétait au fur et à mesure si on pouvait avoir l'identité. Ensuite, donc ces fiches, il y en avait une qui restait au PMA, une qui partait avec le moyen d'évacuation et une qui arrivait à l'hôpital. Donc maintenant, la technique a changé puisque ce sont des bracelets avec des codes barres. C'est de technique sinus et c'est informatisé. Il n'empêche que ça a beau être informatisé, je peux vous garantir que si j'étais médecin-chef du PMA, j'exigerais de toute façon une deuxième numérotation au stylo à billes dans un petit coin. Parce que l'informatique, ça tombe en panne. Ah oui, une autre chose que j'ai oublié de vous dire aussi à Saint-Michel et qui a été très importante, c'est que pour communiquer entre la surface, les PC, avec le PMA qui était en bas, il n'y avait aucun moyen. Le seul moyen, c'était de prendre un pompier et de lui dire « monte là-haut et va dire colonel machin que ceci, ceci, cela, et apporte-moi la réponse ». Donc on avait le pompier coureur qui montait, qui allait porter les secours, jusqu'au moment où la voiture PC a mis en place le généphone. Alors qu'est-ce que c'est qu'un généphone? Ben, ça date de la guerre de 14. C'est en fait deux téléphones complètement autonomes avec une manivelle, qui génère du courant à l'intérieur, et vous tirez 500 mètres, 1 km de câble, et vous êtes en haut et vous faites et le type en bas il fait allô, et pour répondre il fait la même chose. Ça tombe jamais en panne. Vous pouvez y aller, et ça fonctionne toujours, et on les a toujours. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que s'il y a un attentat comme ça qui se reproduit, la première chose qu'on va faire, c'est de demander à comment s'appelle, Orange, etc., de couper les réseaux. Car les bombes, ça se déclenche par les portables. Donc il n'y aura plus de réseau. De toute façon, tout le monde téléphone en même temps, les réseaux sont souvent saturés. Les téléphones satellitaires, en bas, ça ne marche pas. Donc le généphone, ça reste quelque chose de fiable. Et on continuera à l'utiliser. Donc catégorisation à l'entrée, comme je vous l'ai dit. Et le secrétariat, où toutes les victimes sont répertoriées. On sait qui est rentré, qui va sortir, avec quoi
quel moyen est partie, si c'est un VSAV, un moyen associatif, si elle est partie en hélicoptère, et où elle va, et à quelle heure elle est partie. Donc on doit savoir qui est entré dans le PMA, qui est sorti de ce PMA, comment et à quelle heure. Ça, c'est fondamental. La suite des événements, eh bien, le PMA souterrain va être complètement évacué. Donc les gens ont été soignés, traités, plus ou moins stabilisés. On a essayé de faire ce qu'on a pu, mais vous avez vu que les blessures étaient quand même très graves. Et on va les ramener vers la surface, donc avec un brancardage extrêmement pénible, extrêmement difficile, qui va être très éprouvant pour les hommes et les femmes. Et donc, on va les faire passer très vite par le PMA principal pour pouvoir relever les identités et pour les évacuer. Ils ne vont pas rester, hein, eux, ils feront passer. Donc, bref passage par le PMA principal et l'évacuation rapidement. Alors, vous voyez aussi que lorsque vous êtes dans un plan rouge, alors on vous dit les pompiers, le SAMU, ils se tirent dans les pattes, ceci, cela, les ambulanciers, la Croix-Rouge, la protection civile. Quand vous y êtes, il n'y a plus de protection civile, il n'y a plus de Croix-Rouge, il n'y a plus de SAMU, il n'y a plus de pompiers. Vous êtes dedans et il faut s'en sortir. Là, tout le monde met la main à la pâte. Vous avez les CRS qui brancardent, vous avez la police qui tient des perfs, tout le monde y va. La récupération qui est faite après par les principales autorités, on s'en fout. Mais quand vous êtes dedans, il faut vous en sortir. Les blessés, il faut les soigner, il faut qu'ils soient évacués le plus vite possible sur les hôpitaux. Donc là, il n'y a plus de guerre. La guerre n'existe plus à ce moment-là. Et ça, je peux vous dire que pour avoir fait quand même, j'ai fait 28 plans rouges et j'ai dû faire une quinzaine d'attentats. À chaque fois, ça s'est produit de la même façon. Quand on était dedans, il a fallu s'en sortir et tout le monde s'y est mis. Voilà donc un aspect du PMA qui très rapidement, comme vous le voyez, s'est trouvé complètement bloqué. Donc il a fallu, et j'ai créé à ce moment-là, donc ça c'est un aspect des gens à la sortie du PMA qui attendent des vecteurs d'évacuation, donc ils vont arriver pour les emmener. Donc on voit, c'est un blessé relativement léger, bon c'est pas grave. Donc un blessé léger en attente d'évacuation. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a tous ces gens, ces impliqués ou ces blessés psychologiques, si vous voulez, qui étaient partis, on ne sait pas où d'ailleurs, hein, ils ont disparu, et au moment où effectivement le PMA s'est constitué, où ils ont vu les secours arriver, sont revenus. Alors certains sont rentrés directement chez eux. Hein. On le sait parce qu'il y a eu une très belle émission qui a été faite là-dessus, sur Saint-Michel 15 ans après, où ils ont retrouvé des victimes de Saint-Michel, des blessés psychologiques de Saint-Michel. Je peux vous dire que j'ai vu l'émission, il y avait 7 ou 8 victimes qui étaient interviewées. Pas une seule n'est sortie intacte de cet attentat. 15 ans après, ils avaient des séquelles gravissimes, psychiatriques pour certains d'entre eux. Ça allait du simple fait de ne pas vouloir prendre le métro jusqu'à des malaises, des symptomatologies psychiatriques réelles et vraies, des gens qui étaient soignés en psy, etc. Donc ces gens-là sont revenus. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que ça nous posait un problème. Quand vous avez des gens qui ne sont pas blessés, vraiment blessés, qui peuvent se déplacer, ils vont venir dans le PMA parce qu'ils ont un copain qui est là, parce qu'il y a quelqu'un de leur famille qui est là. Et entre guillemets, ce n'est pas de leur faute, ils vont nous polluer le PMA. On est obligé de les virer parce qu'on ne peut plus travailler. Vous avez des gens qui sont là entre vous, ils passent entre les perfs, ils essayent de trouver, ce qui est tout à fait logique, hein, c'est normal, c'est compréhensible. Et là, le SAMU, pour la première fois, c'est une des premières fois, je crois que c'est la toute première, va faire venir des psychologues qui vont les prendre en charge. Et on s'est dit, ça c'est une très bonne idée. Pour 2 raisons. C'est que la première, nous, le PMA, ils vont nous l'alléger. Et la deuxième, c'est que ces gens-là, ils en ont besoin. Ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin d'être pris en charge vraiment. Et d'ailleurs, le président de la République, Jacques Chirac à l'époque, va demander au médecin général Kroc de créer une cellule qui va être chargée de prendre ces gens-là, de les suivre, de faire un suivi. Et donc, ça va être la création des premières CUMP. La CUMP est née, on peut le dire, la CUMP est vraiment née à Saint-Michel. On y avait déjà pensé avant, ça n'avait jamais été fait, et c'est là où on va commencer à vraiment prendre la réalité des choses, c'est que des gens qui ont assisté à un événement violent peuvent avoir des séquelles très graves et que les psychologues et les psychiatres doivent les prendre en charge quand c'est nécessaire. Le PMA en bas est fermé, toutes les victimes ont été évacuées et on en ouvre un deuxième en surface dans le bistrot d'à côté. Alors on a du pot, il fait beau, donc on a les plus graves, on les a mis à l'intérieur, les plus légères, on les a mises dehors. On était relativement tranquille parce qu'il y avait un barriérage très rapidement qui a été fait tout autour de la place Saint-Michel et les journalistes étaient derrière les barrières, donc on n'a pas été envahi par la presse
qui étaient cantonnés derrière les barrières et qui finalement, ça nous a permis de travailler plus sereinement. L'évacuation des dernières victimes, eh bien, va se faire... alors l'hélicoptère, c'était pas celui-là, hein, c'était des Alouette 3, elles étaient rouges à l'époque, mais bon, c'est pas grave. Donc peut-être des gens de la Croix-Rouge se reconnaîtront. Je sais que là, c'était l'unité du 16e qui était là. C'était du 16e, etc. Bon, l'intervention est terminée à 20h. Donc 17h30, 5, premier appel. 20h, la dernière victime est évacuée. C'est fini. C'est fini, pas tout à fait. Parce qu'il reste encore une étape. C'est ce qu'on appelle le débriefing à chaud. Alors, le débriefing à chaud, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on réunit toutes les personnes qui ont participé, les responsables, donc les pompiers, la police, le SAMU, les associations qui sont sur place, Protection civile, Croix-Rouge, Croix-Blanche, etc., etc. Et on va dire, voilà, rapidement, qu'est-ce que vous avez comme remarque à faire tout de suite, comme ça. Et surtout, on va comptabiliser exactement le nombre de victimes et dire où elles sont et où elles ont été envoyées. Et cette liste qui va être fournie va être donnée au préfet à la zone de défense, au préfet de police, et surtout aux journalistes. Alors là, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Le nombre de victimes, une fois que vous l'avez donné, il ne peut plus être modifié. Alors que maintenant, ils se méfient un petit peu quand même. Ils essayent de prendre quelques précautions pour annoncer le nombre de victimes. Mais à cette époque-là, vous aviez dit il y a 7 morts, 108 blessés. Il ne faut pas leur dire qu'il y a eu 8 morts sur place. C'est arrivé gare de Lyon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet accident de la gare de Lyon, où 2 trains sont entrés en collision l'un dans l'autre à une heure de grand départ, à 18h30. Il y a eu 54 morts. Et donc, quand on a... C'était tellement déchiqueté, si vous voulez, qu'on en a annoncé 55. Même les légistes qui étaient avec nous se sont trompés et on a fabriqué un mort en trop. Et il a fallu, à un moment donné, dire aux journalistes, ben non, on est désolé, c'est pas 55, mais c'est 54. Oh, ça fait un drame. Ça fait un drame en disant, c'est scandaleux, vous n'êtes pas capable de compter correctement vos victimes, etc., etc. Donc, on est extrêmement méfiant. Cette étape de débriefing à chaud, donc comme je vous disais, la liste des victimes définitive va être donnée au préfet avec l'endroit où les gens ont été évacués, etc. C'est pour ça que le secrétariat de sortie est fondamental. Bon, très rapidement, les apports de Saint-Michel. Une intervention en profondeur qui met en évidence la difficulté de localisation d'intervention, la difficulté d'acheminement du matériel. Vous avez vu les portages, comme ils sont lourds. La difficulté de communication avec la surface, la pénibilité du brancardage des victimes, donc la nécessité de relève des brancardiers très rapidement. La nécessité de créer plusieurs PMA. On n'avait jamais envisagé jusqu'à ce moment-là qu'on puisse faire un plan rouge à 3 PMA. Un plan rouge, c'était un PMA, point barre. Là, on en a fait 3 d'un coup. Donc, ça a évolué. La présence des blessés les plus légers en surface qui sont très rapidement venus encombrer le PMA principal. La présence de nombreux impliqués qu'il a fallu prendre en charge, donc, et la création de la cellule médico-psychologique. Donc, un grand plus, la présence des psychologues et des associatifs pour la prise en charge des impliqués. Et je vous remercie de votre attention, c'est ce que je voulais dire. Alors, je vais vous présenter maintenant, alors ça vous avez vu, c'est en statique. Vous allez voir maintenant des images qui ont été prises à la fois par la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et surtout, alors, y a pas ne pensez pas qu'il y ait une chronologie. Hein. Les images, elles sont, vous allez voir, c'est un petit peu le fouillis, mais c'est pas grave. Elles s'en étaient même pas rendues compte. Donc, beaucoup de gens n'ont réalisé que plus tard ce qui s'était réellement passé, que dans les minutes qui ont suivi, mais dans les premiers instants, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et une dame qui a dit, moi, il y a un type qui m'a sorti par la fenêtre, je ne savais pas pourquoi. On a entendu boum, mais après, je dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a plus de carreaux. Et donc, il y a un gars qui l'a sorti, elle n'a pas compris que c'était une explosion, ce qui s'était passé. Les gens réalisaient beaucoup plus tard. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si vous avez une ou deux questions. Oui, s'il y a 2 ou 3 questions, on a le temps d'y répondre. Non, vous avez dû être limpide, docteur. Merci beaucoup. Merci de votre attention. La prochaine table ronde reprendre en 15 minutes et elle est en lien direct avec ce témoignage.
puisqu'on parlera des 20 ans de secours psychologiques, donc qui sont directement consécutifs aux créations des CUMP suite aux attentats de 1995. Merci beaucoup.